Au cœur de l'Afrique, à la fin du 19e siècle, un prophète autoproclamé de l'islam se soulève contre les infidèles. On l'appelle le Mahdi, le bien guidé qui fait des miracles. Il réussit à capturer le gouverneur du Darfour, un jeune Autrichien du nom de Rudolf Slatin. Rudolf Slatin parviendra à s'échapper et participera à la croisade lancée par l'Angleterre contre le royaume du Mahdi. Pour lui, c'est le début d'une incroyable carrière. Depuis des années, les pays du Proche-Orient sont sous la menace d'un adversaire fanatique, prêt à tout, l'État islamique. Ces actions terroristes touchent également l'Europe, créant un grand sentiment d'insécurité. En dépit des moyens militaires déployés, l'État islamique semble quasiment invincible. La suprématie des Occidentaux avait déjà été ébranlée il y a plus d'un siècle au Soudan. Au XIXe siècle, le Soudan n'existe pas encore dans sa forme actuelle. C'est un vaste territoire qui s'étend au sud de l'Égypte et dont la plupart des Européens ignorent tout. Le désert de Nubie, qui occupe le nord de ce territoire, est l'un des plus chauds du monde. Il est traversé par le Nil. Le grand fleuve est la principale voie de communication du Soudan. Il serpente en direction de l'Égypte sur 1700 km. Il est issu de la rencontre du Nil bleu et du Nil blanc à Khartoum, l'actuelle capitale soudanaise. C'est sur ce vaste territoire occupé en grande partie par un désert inhospitalier qu'un homme fonde en 1881 un califat. On l'appelle le Mahdi. Le Mahdi, littéralement le bien guidé, est le prophète qui doit venir à la fin des temps pour instaurer la justice sur terre. L'homme charismatique, à qui les Soudanais donnent ce titre, contrecarre les visées colonialistes des Européens. Un peu par hasard, un jeune Autrichien de 24 ans du nom de Rudolf Slatin s'est retrouvé occupé d'importantes fonctions au Soudan. Mes jumelles. Lorsque le soulèvement éclate, il est gouverneur de la province du Darfour, dans l'ouest du Soudan. Seigneur. Regarde-moi ça. Les troupes du prédicateur vont de victoire en victoire. Ils sont de plus en plus nombreux. Chaque jour. Il est encore temps de capituler. Ce serait peut-être judicieux. Et vous vous êtes converti à l'islam il y a très longtemps déjà, comme vous nous l'avez expliqué. Le Mahdi ne vous tuera pas, c'est sûr. Avec lui, les fidèles sont toujours épargnés. Le Mahdi ne me tuera peut-être pas. Ces hommes, en revanche, ne seront certainement pas aussi cléments. Monsieur, il faut que nous quittions rapidement cette zone. Le Mahdi a pu poster des agents n'importe où. Oui, en effet, nous devrions y aller. Mettons-nous en chemin. On a failli y passer. Je n'arrive pas à comprendre ces gens. Ils font tout pour se faire tuer. Dans quel monde atroce vivons-nous? L'atrocité est indissociable de la vie au Soudan. Au même titre que le sable et le soleil, vous finirez par vous y habituer. Je ne sais pas si on s'habitue très vite à ce genre de choses. Rudolf Slatin est issu d'une famille modeste de Vienne. Il rêve d'aventure et d'exotisme. Le Soudan le fascine. Il est venu y chercher la fortune et la gloire, avec l'espoir de gravir l'échelle sociale.
Son expérience soudanaise dépassera ses rêves les plus fous. Rudolf Slatin vivra dans l'entourage d'un homme considéré comme un prophète. Il réchappera des pires dangers et publiera ses mémoires qui changeront à jamais le regard de l'Europe sur le Soudan. Le Soudan n'est pas qu'un vaste désert. Au sud de Khartoum, le Nil Blanc irrigue le marais du Soud, une oasis de vie qui s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Plusieurs populations se partagent le marais. Les Dinka pratiquent l'agriculture et l'élevage. Ils vivent au rythme du fleuve. À la saison des pluies, lorsque la crue inonde les prairies, ils partent vers les régions sèches. À l'époque de Rudolf Slatin, les Dinka fuient régulièrement devant les Égyptiens. Ces derniers occupent le Soudan depuis les années 1820 et ils les capturent pour en faire des esclaves. Les Égyptiens ont mené des expéditions militaires. Ils ont pénétré dans le sud du Soudan, qui était peu connu et difficile d'accès. Ils y cherchaient de l'or et de l'ivoire. Mais le négoce de l'or s'est révélé décevant, et le commerce de l'ivoire s'est retrouvé assez vite aux mains d'une mafia très fermée. Donc il ne leur restait plus que la traite des esclaves. Lorsqu'au XIXe siècle, le vice-roi d'Égypte recrute des esclaves pour son armée, il perpétue une tradition très ancienne. L'Égypte pille en effet les forces vives du Soudan depuis des millénaires. Elle prend les hommes comme soldats et les femmes comme main-d'œuvre ou esclaves sexuels. Je suis le tout premier Européen, alors que j'ai à peine 25 ans, à me retrouver gouverneur du Darfour. Une province de l'Ouest 5 fois plus étendue que ma chère Autriche natale. Je suis censé gouverner pour le compte des Égyptiens. Eh bien, allons-y. Officiellement, le vice-roi d'Égypte est un vassal du sultan ottoman, mais il cherche à s'affranchir de cette tutelle. Il rêve de faire de l'Égypte une nation moderne, capable de rivaliser avec les grandes puissances européennes. Un grand projet lui tient à cœur, la construction du canal de Suez. Le Royaume-Uni lui offre son aide pour le réaliser, assorti de prêts généreux. Mais ce projet est un gouffre financier qui va mener l'Égypte au bord de la faillite. Du point de vue des puissances européennes en pleine expansion, la finance est une excellente porte d'entrée en Égypte. Les Européens ont prêté de grosses sommes aux Égyptiens, en sachant parfaitement qu'ils ne pourraient pas les rembourser. Puis ils ont débloqué de nouveaux fonds, qu'ils ont aussitôt récupérés, puisque ces fonds ont servi à payer les intérêts de la dette égyptienne. Enfin, convaincus de leur bon droit, les Européens ont accaparé divers secteurs d'activité particulièrement rentables. Peu à peu, les Anglais prennent le contrôle du pouvoir en Égypte. Pour les rembourser, les Égyptiens pillent de plus belle le Soudan. La traite des esclaves est un négoce très lucratif, et de nombreux fonctionnaires égyptiens en profitent pour s'enrichir personnellement. Un cliché domine les récits de voyage des Européens. C'est celui des fonctionnaires orientaux corrompus, qui profitent de la traite des esclaves et des trafics en tout genre pour se remplir les poches. Ils considèrent qu'ils sont la plus haute instance de contrôle et qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus d'eux. Et c'est la population qui en pâtit le plus, bien sûr. Sous la pression de la couronne britannique, le vice-roi d'Égypte finit par nommer un Anglais au poste de gouverneur général du Soudan. Le général Charles Gordon jouit d'une excellente réputation. C'est un homme dynamique et intègre, intelligent et orgueilleux.
Il est chargé d'assainir l'économie soudanaise afin qu'elle rapporte enfin de l'argent à l'Égypte. Il commence par limoger les fonctionnaires véreux et placer des Européens à tous les postes importants. Il espère que ces derniers résisteront davantage à la corruption et montreront plus de sérieux dans l'exécution de leur mission. Le jeune Rudolf Slatin est une excellente recrue à ses yeux. Je vous en prie. Slatin, entrez. Je suis très honoré d'être ici, Général. Votre réputation vous a précédé. Nous avons du pain sur la planche. C'est un grand territoire à gouverner. Oui. Je suis persuadé que vous serez parfait. C'était des emplois assez bien rémunérés, qui permettaient d'accéder très vite à des grades élevés où on avait du pouvoir, de l'argent et de nombreux serviteurs. C'était une belle promotion. Même si on dépendait officiellement de l'administration égyptienne, on avait quand même une grande marge de manœuvre. On pouvait agir en toute impunité sans avoir à craindre la morale bourgeoise. Ici, à Khartoum, je suis confronté à des situations que j'ai connues en Autriche. Certes, mon cher empereur François-Joseph gouverne 17 peuples, mais à mon avis, ils sont bien plus nombreux ici. En vérité, je commence à avoir une vision globale de ce qui m'entoure. Khartoum est très cosmopolite. Il y a des aventuriers, des explorateurs, des voyageurs venus de tous les pays. Naturellement, je bénéficie de ma propre maison et du personnel indispensable. Ainsi, la vie des Européens est plus agréable. Charles Gordon voyage beaucoup. Il est chargé de traiter avec les nombreux peuples du Soudan qui le tiennent en haute estime. À la demande de l'Angleterre, il interdit la traite des esclaves. Mais cette mesure est lourde de conséquences. À l'époque, Londres est convaincu qu'il est possible d'abolir l'esclavage. Les libéraux pensent même que cela peut dynamiser l'économie, dans la mesure où les esclavagistes ne pourront plus demander aux autres de s'échiner à leur place, et où chacun pourra travailler et être productif pour lui-même. À cette époque, certaines économies, en particulier musulmanes, reposent sur l'esclavagisme, une pratique considérée alors comme normale. Il y a même des dizaines de milliers d'Européens qui sont esclaves dans le monde arabe. Ce n'est qu'en 1830, quand les Français conquièrent l'Afrique du Nord, que cette pratique prend fin. Mais le Soudan exporte alors davantage d'esclaves noirs vers le monde arabe. En abolissant l'esclavage, Charles Gordon déstabilise donc toute l'économie traditionnelle de la région. En arabe, abd signifie esclave, mais ça peut aussi signifier noir. Ce n'est pas politiquement correct, mais ça se dit beaucoup aujourd'hui encore. Cela montre bien que la traite des Noirs a été tolérée très longtemps. Les Anglais pensent apparemment que je devrais renvoyer les esclaves affranchis chez eux dans leur région d'origine. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Ils n'auraient aucun espoir d'arriver chez eux. Ils se feraient de nouveau capturer et réduire en esclavage. Et de toute manière, dans leur contrée d'origine, il ne reste plus rien, seulement des terres calcinées et les cadavres décrépits de leurs familles. C'est pourquoi j'ai prévu d'en faire des soldats. Mais d'en faire mes soldats. Ils lutteront contre les chasseurs d'esclaves et croyez-moi, il n'existe pas de meilleurs combattants qu'eux contre ce fléau humain. Vous aussi, vous pourriez vous appuyer sur eux. Rudolf Slatin et d'autres gouverneurs de province suivent l'exemple de Charles Gordon. Ils enrôlent d'anciens esclaves et arrêtent de nombreux trafiquants d'êtres humains, Donnez-moi ces documents. parmi lesquels plusieurs fonctionnaires égyptiens. Je m'en occupe, monsieur. C'est un ordre, donnez-les-moi. Je le voulais vivant. Mais il n'est pas si facile d'éradiquer l'esclavagisme. La difficulté avec l'économie fondée sur l'esclavage, c'est l'effet boule de neige. On réduit des personnes en esclavage, puis on les corrompt en leur donnant des postes à responsabilité. Certains deviennent même des sous-traitants des trafiquants.
Cela finit par brouiller la frontière entre coupables et innocents. Beaucoup d'anciens esclaves contribuent à cette économie. À leur tour, ils réduisent en esclavage des peuples voisins ou des ennemis héréditaires, puis ils les remettent aux mains des grands trafiquants qui les livrent aux clients finaux. La population soudanaise finit par se soulever contre les étrangers qui prétendent abolir l'esclavage. L'heure de Mohamed Ahmad va bientôt sonner. Le Mahdi veut en effet chasser les infidèles étrangers et rétablir l'esclavage. Il veut rendre le Soudan aux Soudanais. Les musulmans soudanais considèrent cet homme charismatique comme l'envoyé de Dieu. Ils l'appellent le Mahdi, autrement dit le bien guidé, censé venir à la fin des temps pour répandre son enseignement dans le monde entier. L'idée que le siècle touche à sa fin et qu'une sorte de figure messianique va venir pour unifier et libérer le peuple est très répandue à l'époque. Elle est renforcée par l'instabilité économique et politique du Soudan et par le fait qu'une grande partie de la population a souffert de ce système, de cette exploitation. Le mouvement mahdiste va tirer profit de tout cela. Plusieurs éléments favorisent l'expansion du mouvement de Mohamed Ahmad. Le ralentissement économique provoqué par l'abolition de l'esclavage, l'abdication du vice-roi égyptien, que les Soudanais détestent, ou encore le départ de Charles Gordon, l'adversaire le plus dangereux du Mahdi. Fumeur et malade depuis longtemps, le général décide de rentrer en Angleterre. Son départ va déstabiliser encore davantage le Soudan. Au même moment, d'étranges rumeurs circulent dans le pays. La population est en ébullition. Plus tard, un officier du renseignement anglais du nom de Reginald Wingate écrira « Un sentiment d'exaltation religieuse se répandait au Soudan. Dans toutes les huttes résonnait l'écho de l'attente du sauveur promis. Le vent chaud qui soufflait de la côte murmurait le nom du Mahdi. Toute la nature acquiesçait. Les femmes lisaient les inscriptions Mahdi et Mohamed sur les œufs qu'elles ramassaient. Les lettres du nom saint apparaissaient sur les feuilles qui tombaient au sol en bruissant. Quelle est cette personnalité fascinante qui provoque autant de remous? Mohamed Ahmad est né sur une île du Nil, près de Dongola, dans le nord du Soudan. La province dont il est originaire possède une longue histoire. Ces oasis sont en effet peuplées depuis de nombreux millénaires. Elles ont été le berceau d'une civilisation concurrente de l'Égypte pharaonique qui a bâti ses propres pyramides. L'Égypte pille ses terres depuis 4000 ans. Elle s'y fournit en or, en esclaves et en ivoire. À partir du XIVe siècle, des tribus arabes pénètrent au Soudan. Elles diffusent l'islam parmi la population autochtone noire qu'elles asservissent tout en se mélangeant à elle. Mohamed Ahmad est un descendant de ces tribus. Il pense que les infidèles sous-estiment depuis trop longtemps les Arabes noirs du Soudan. Mais il sait que son heure est proche. Il est crédible parce qu'il est lui-même issu d'un milieu très modeste. Et il fait tout pour devenir une légende vivante. On ne sait pas à partir de quel moment il se considère comme un prophète,
Mais il va imiter le prophète Mahomet dans plusieurs domaines. Mohammed Ahmad a été formé dans les confréries soufis. Ces confréries incarnent la branche mystique de l'islam. Elles sont très influentes au Soudan. Les soufis ne condamnent pas les plaisirs de la vie. Par la danse et la musique, ils entrent en transe et se rapprochent de Dieu. Mohammed Ahmad s'est éloigné de ces pratiques et en vient à les considérer comme impies. Enfin, à l'automne 1881, l'heure tant attendue arrive. Abdoulaye, le bras droit de Mohammed Ahmad, qu'on appellera plus tard le calife, déclare que son chef opère des miracles et qu'il l'a guéri d'une grave maladie. Il le nomme le Mahdi, le bien guidé. Mohammed Ahmad et son calife forment un bon tandem. Le second est plutôt un technocrate, pourrait-on dire. Il va administrer l'héritage du premier et bâtir les structures étatiques du royaume mahdiste. Le Mahdi, lui, est avant tout un chef charismatique qui mobilise les foules. Le Mahdi impose le port de la djiba, une tunique de coton à motifs, sorte d'uniforme destinée à effacer les distinctions sociales. Il interdit les bijoux, la musique et la danse. Il proscrit même le pèlerinage à la Mecque. Il martèle que le djihad, la guerre sainte, est un devoir religieux. Il fait brûler presque tous les livres, à l'exception du Coran, et il renvoie les théologiens chez eux. Rien ne doit détourner les croyants de la pratique religieuse qu'il leur dicte, pas même l'étude ou le savoir. Seule la parole du Mahdi est valable. Je leur ai dit que vous ne vouliez pas les voir, mais ils refusent de partir. Lorsque l'on vient l'arrêter pour incitation à la révolte, il rétorque « Après Dieu et le prophète, c'est moi le seul maître ici. Je n'irai pas à Khartoum pour me justifier. » Ils vont revenir. Le lendemain, 200 soldats sont envoyés pour l'arrêter. Ils seront tous tués par ses Ansar, ses auxiliaires. Un terme déjà employé par le prophète Mahomet pour désigner ses adeptes. Mohammed Ahmad se réfugie ensuite dans les montagnes avec ses partisans. Il en profitera pour mettre sur pied une véritable armée, comme le fit autrefois Mahomet. Là encore, le Mahdi établit un parallèle avec le fondateur de l'islam pour mieux se camper en nouveau prophète. Le Mahdi imite le prophète sur de nombreux points. Mais il invente aussi beaucoup de choses. Son prétendu retour aux sources de l'islam est une illusion. Quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il intègre de nombreuses idées qui ne sont pas musulmanes. Il déclare par exemple que le djihad est un pilier de l'islam. Mais ce n'était pas le cas jusqu'alors. Il réforme l'islam à son goût pour servir ses intérêts politiques, tout en prétendant que c'est un retour aux sources. Des organisations djihadistes comme Al-Qaïda ou l'État islamique font exactement la même chose aujourd'hui. Le Mahdi parvient à s'imposer comme nouveau prophète. Des dizaines de milliers de personnes rejoignent son mouvement. Chaque victoire militaire lui amène de nouveaux partisans. Il se vante partout d'être capable de transformer les balles des Égyptiens en bulles d'eau inoffensives. Les Égyptiens sont prêts à tout pour capturer le Mahdi. Ils rassemblent tous leurs hommes à Khartoum et pénètrent en territoire mahdiste. Les quelques 11 000 soldats sont placés sous le commandement d'un officier anglais expérimenté du nom de William Hicks.
Mais il manque d'eau et souffre des attaques répétées des madistes, dont William Hicks a sous-estimé le nombre et le sens du sacrifice. Qu'importe le nombre d'entre nous qui tombent, la mort est notre récompense. Qu'importe le nombre de nos soldats qui tombent, la mort est notre récompense. Aujourd'hui, l'État islamique ne dit pas autre chose quand il proclame « Si vous aimez la vie, nous aimons la mort ». Je ne pense pas qu'on puisse comparer le mahdisme aux groupes terroristes d'aujourd'hui. Je ne pense pas non plus qu'ils leur servent de modèle. Là où je vois des similitudes, c'est dans la manière dont ces mouvements s'attaquent aux autres musulmans. Le Mahdi prend une mesure très intéressante et très efficace. Il appelle d'autres musulmans à reconnaître son autorité, en particulier le vice-roi d'Égypte et le sultan de l'Empire ottoman. Et il les taxe d'infidèles lorsqu'ils s'y refusent. Qualifier d'autres musulmans d'infidèles pour mobiliser ses partisans, cela fait partie de l'idéologie et de la stratégie employée aujourd'hui par Al-Qaïda et le groupe qu'on appelle État islamique. Les mahdistes encerclent les troupes anglo-égyptiennes le 5 novembre 1883. Une lutte à mort s'engage. Le journal d'un mercenaire autrichien nommé Hertel est parvenu jusqu'à nous. Les balles sifflent de tous les côtés. Chameaux, mulets et soldats tombent en nombre. Notre groupe est trop imposant. Les balles ne peuvent pas passer à côté. À ce moment du récit, Hertel s'écroule, fauché par une balle. Seule une poignée d'hommes survivront à la tuerie. Les nouvelles de la guerre au Soudan arrivent jusqu'en Europe. Les Anglais, surtout, prennent la situation au sérieux. Ne sont-ils pas les vrais maîtres de l'Égypte ? L'Empire britannique couvre alors près de 30 millions de kilomètres carrés, soit un quart de la surface de la Terre. C'est l'un des plus grands empires de l'histoire. Mais Londres a du mal à faire régner l'ordre dans ses colonies. Les révoltes qui ont éclaté en Inde, en Chine et en Afghanistan ont causé des pertes importantes. Les Anglais hésitent à s'engager dans un nouveau conflit. Ils décident finalement d'abandonner le Soudan et d'évacuer tous les ressortissants étrangers. À Khartoum, la nouvelle est saluée avec des explosions de joie, car la population craint de tomber aux mains des mahdistes. L'opération d'évacuation est confiée à Charles Gordon. Charles Gordon n'est pas sujet aux passions ordinaires. Il est plutôt habité par sa grande mission de politique internationale. Il ne se prend pas pour un prophète, mais certainement pour un être d'exception, capable de lire dans le cœur des hommes appelés à de hautes charges, comme le Mahdi. Mais je crois qu'il se surestime beaucoup. Lorsque les victoires militaires du Mahdi sont connues à l'étranger, de nombreuses communautés musulmanes envoient des émissaires auprès de lui. Il en vient même d'Inde, qui est alors la plus grande colonie anglaise. Plusieurs mouvements musulmans veulent suivre l'exemple des mahdistes et se soulever contre les puissances coloniales européennes. C'est le Mahdi qui a raison. Réfléchissons et faisons comme lui pour nous débarrasser des colons. Le mouvement mahdiste a remporté ses premiers succès non pas dans des batailles spectaculaires, mais en ouvrant les portes de l'intérieur. Il a noyauté les communautés villageoises par le canal des confréries soufis notamment, ou en utilisant les relations entre les tribus. On peut dire que cette méthode a été employée jusqu'à un certain degré par le prophète Mahomet et qu'elle inspire certaines organisations islamistes actuelles.
Muhammad Ahmad assoit son image d'homme saint et infaillible. Le culte de sa personne prend des formes étranges. On ramasse la poussière du sol qu'il a foulé et l'on recueille l'eau de ses ablutions comme si c'était de l'eau bénite. Ces reliques sont vendues aux adeptes. Le produit de la vente alimente la caisse de guerre du Mahdi. Le guide des Soudanais prépare en effet la conquête du Darfour, la grande province gouvernée par Rudolf Slatin. Pour mieux voir notre stratégie. Un silence de mort règne à Dara, la capitale du Darfour. L'approvisionnement de la ville n'est plus assuré. Le gouverneur n'a plus que quelques centaines de soldats et très peu de munitions. La bataille semble perdue d'avance. S'il veut éviter un massacre, Rudolf Slatin n'a pas le choix. Il doit capituler. Rudolf Slatin est originaire de Bohême, mais c'est un vrai Viennois. Et comme dit un dicton, les vrais Viennois s'en sortent toujours. Slatin entretient des relations qu'on peut qualifier de pragmatiques avec le Mahdi et son successeur, le calife Abdullahi. Il les flatte quand c'est opportun, il met en avant sa conversion à l'islam si nécessaire, et il s'adapte à la situation politique, quelle qu'elle soit. Le 1er janvier 1884, la presse européenne évoque une menace au cœur de l'Afrique. Extrablatt, Extrablatt! Der Sudan brennt! Chaque nouveau détail attise les peurs et le désir de vengeance des Occidentaux. Extrablatt, Extrablatt! Der Sudan brennt! Österreicher im Sudan versklavt. Rudolf Slatin se rend. Le Mahdi épargne sa vie, mais le réduit en esclavage. Quand j'étais prisonnier du Mahdi, j'ai revu de vieilles connaissances qui m'ont donné des conseils. Tiens ta langue et surtout, ne fais jamais confiance à personne. Et puis, prends ton mal en patience. J'ai suivi scrupuleusement ces recommandations. Celui qui vit longtemps voit beaucoup de choses. De la même façon que tu servais ton maître précédent, le général Gordon, tu vas me servir. Celui qui me sert et se montre attentif à ce que je dis, c'est Allah qu'il sert. Il sera heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Si tu patientes un peu, tu verras que ton ancien maître, l'Anglais, finira par tomber entre nos mains. Le Soudan appartiendra de nouveau au prophète. Nous n'en sommes encore qu'à la première étape. Charles Gordon a évacué plusieurs milliers d'Européens qui ont rejoint l'Égypte. Les troupes ennemies encerclent progressivement Khartoum. Le général anglais est responsable des quelques 60 000 personnes encore présentes dans la ville. Lorsqu'il reçoit l'ordre de partir, il refuse d'obéir et il demande un renfort de troupes qu'on ne lui accorde pas dans un premier temps. Pendant ce temps-là, chez le Mahdi, Rudolf Slatin est forcé d'abdiquer la foi chrétienne. Tous les Européens se sont vus contraints de rédiger un texte destiné au commandant de l'armée britannique, dans lequel ils devaient déclarer qu'ils s'étaient convertis à l'islam et n'envisageaient en aucune façon de retourner dans leur patrie d'origine. Ce gros mensonge, je l'ai signé sereinement et sans la moindre émotion. J'ai dû néanmoins faire preuve d'une maîtrise absolue pour ne rien laisser transparaître de la douleur terrible que m'occasionnaient les heures passées dans cette position inhumaine, assis en tailleur, à même le sol, pour assister aux audiences du Mahdi et prier. À l'automne 1884, les événements se précipitent. Le Mahdi apprend que les Anglais ont finalement envoyé 8000 soldats en renfort pour secourir Charles Gordon et les civils restés dans Khartoum.
Mohammad Ahmad n'a plus de temps à perdre. La bataille décisive aura lieu le 26 janvier 1885. Positionnez les canons pour l'attaque. En position. Armez vos fusils. Après des mois d'escarmouches, le Mahdi lance l'assaut. Il a rassemblé son armée au grand complet, soit plus de 50 000 hommes. Des milliers de soldats mahdistes tombent sous le feu des Anglais, mais d'autres hommes prennent aussitôt leur place. Vers 15 heures, les mahdistes finissent par entrer dans la ville. Les Anglais défendent chaque maison. D'après certaines sources, Charles Gordon tente de rejoindre le dépôt de munitions pour le faire sauter. Mais il n'en aura pas le temps. Dans cette guerre, le Mahdi a remporté une victoire éclatante. Il a anéanti l'Empire britannique et les forces turco-égyptiennes, et il est parvenu à créer un État. L'islam soudanais d'aujourd'hui est un héritage direct du mahdisme. Mohammad Ahmad voulait Charles Gordon vivant. Mais ses troupes, fanatisées et déchaînées, vont massacrer le général anglais, ses soldats et la plupart des civils. Khartoum tombé. Je n'arrivais pas à croire que cette funeste nouvelle était vraie. Mais les hommes du Mahdi sont revenus. Ils se sont plantés devant moi et m'ont présenté la tête du général Gordon. Je suffoquais littéralement lorsque l'homme m'a demandé « N'était-il pas le grand chef des infidèles ?» « Qu'est-ce que ça change ?» ai-je répondu. « C'était avant tout un soldat valeureux qui est tombé au combat et qui est mort en héros. » 5 mois plus tard, un événement inattendu va bouleverser la donne au Soudan. Mohammad Ahmad décède brutalement. On ignore s'il a succombé au typhus ou s'il a été empoisonné par une concubine vengeresse. Sur son lit de mort, le Mahdi nomme son calife, son successeur. Ce sera Abdoulaye, son bras droit. Abdoulaye assoit son pouvoir avec brutalité. Il se débarrasse de ses vieux compagnons d'armes, soumet certains opposants à la torture et liquide les autres. Il interdit l'alcool, le tabac et les fêtes profanes. Il exige qu'on marie les filles comme les garçons dès qu'ils sont en âge de procréer, pour disposer rapidement d'un vivier de soldats. Et naturellement, le pèlerinage à la Mecque continue à être formellement défendu, pour éviter que les sujets soient contaminés par des idées saugrenues ou influencés par des gens aux idéaux différents. Le calife Abdoulaye transforme progressivement le mouvement mahdiste en dictature militaire. Les prisons se remplissent. La situation se complique à la mort du Mahdi. Le calife prend la tête du mouvement et tente d'évincer la famille du Mahdi. Il veut diriger le royaume, mais il se retrouve avec 1000 détails à régler, car il doit administrer l'État que son prédécesseur a créé, porté par une grande mobilisation. Manifestement, il est plus facile de bâtir un royaume que d'en hériter. Rudolf Slatin va vivre des années difficiles. Tantôt il a la faveur du tyran, tantôt il est en disgrâce. Il peut passer des mois enchaînés avant d'être de nouveau admis à la cour du calife. Ce qu'il craint le plus, ce sont les intrigants qui n'hésitent pas à le calomnier. 1889 est une année catastrophique pour le Soudan. La peste bovine emporte presque tout le bétail. La sécheresse a des effets calamiteux et les sauterelles dévorent ce qui reste des récoltes. La population part en masse, ce qui affaiblit considérablement le califat.
une famine s'abat sur le pays. Ce sont non pas des milliers, mais des millions de Soudanais qui meurent. Rudolf Slatin assiste à des scènes abominables. Un soir, j'ai eu envie d'aller faire un tour. Je suis tombé sur 3 femmes agenouillées qui s'affairaient avec frénésie. Elles étaient penchées au-dessus d'un jeune âne. Celui-ci paraissait être encore en vie, ses pattes faisaient des soubresauts. Les femmes lui avaient arraché les boyaux de leurs mains nues, et elles étaient en train d'avaler avec avidité sa chair encore chaude et vivante. Lorsqu'elles m'ont vu, elles se sont redressées, prêtes à partager leur butin avec moi. Elles m'ont regardé fixement, leur bouche dégoulinant de sang. Dans leurs yeux, il ne restait plus la moindre lueur d'humanité. J'ai tout mis en œuvre pour m'enfuir. Rudolf Slatin décrit la famine avec des mots terribles. Lui-même ne semble pas toucher trop durement puisqu'il dit qu'il nourrit des personnes affamées. Il a une maison avec des servantes à Omdurman. Et quand il s'évade, il laisse derrière lui 2 épouses, une princesse royale du Darfour et une éthiopienne dans un état de grossesse avancée. Rudolf Slatin est un informateur précieux pour le chef soudanais qui n'a jamais quitté son pays. Cela lui vaut un traitement de faveur. Mais il devient aussi une source d'informations inestimable pour Reginald Wingate. En 1895, l'officier du renseignement anglais mettra tout en œuvre pour faire sortir le jeune Autrichien du Soudan. Pour cela, il lui faut traverser le désert de Nubie. C'est une fournaise où la température dépasse aisément les 50 degrés en été. Rudolf Slatin va parcourir 1500 km dans cet enfer. Lorsqu'il recouvre enfin sa liberté après 10 années de captivité, il découvre une situation politique internationale profondément transformée. Le Soudan n'est plus un pays oublié, abandonné aux mains de fanatiques. Le monde entier a les yeux braqués sur lui. Les grandes puissances européennes se disputent le continent africain et ses ressources. Les Anglais rêvent d'étendre leurs colonies du Caire jusqu'au Cap. Mais les autres nations réclament elles aussi une part du gâteau. L'Afrique est assaillie de toutes parts par la France, la Belgique, l'Allemagne ou encore l'Italie, qui va subir une sanglante défaite face aux troupes de l'empereur éthiopien à Adoua en 1896. Ce revers décide les Anglais à intervenir. Ils craignent que les mahdistes s'allient à l'Éthiopie pour bloquer l'accès au canal de Suez sur la mer Rouge. Ils veulent attaquer au plus vite pour enrayer leur expansion. Rapidement, ils décident de conquérir le Soudan tout entier. Ils s'appuient pour cela sur Rudolf Slatin. C'est un Européen, un captif qui a réussi à s'échapper de manière spectaculaire. Dans son histoire, il y a les clichés les plus merveilleux et les plus atroces de cette grande aventure orientale. Il est tentant d'instrumentaliser un personnage comme lui à des fins politiques, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. On s'intéresse aux mémoires de Rudolf Slatin, et on les utilise pour montrer à quel point le régime soudanais est répugnant, cruel et inhumain. Les Britanniques veulent coloniser le Soudan notamment pour sa gomme arabique, produite à partir de la sève d'acacia. C'est l'un des principaux pays producteurs.
La gomme arabique est alors très employée dans l'industrie en pleine croissance. Aujourd'hui encore, elle est utilisée comme stabilisant dans l'agroalimentaire. Les Britanniques font de gros investissements pour conquérir le Soudan. Ils construisent une voie de chemin de fer à travers le désert de Nubie. Les travaux durent une année entière et sont particulièrement pénibles du fait de la chaleur. Mais Londres n'a guère le choix. C'est le seul moyen d'acheminer de gros contingents de troupes et des réserves d'eau suffisantes jusqu'au royaume madiste. Je ne vois rien. Rudolf Slatin participe à l'expédition en qualité de conseiller militaire. Il assiste au halage difficile des bateaux à vapeur anglais à travers les cataractes, les rapides du Nil. Le monde entier a les yeux fixés sur le Soudan. Et une question est dans tous les esprits. Cet immense empire colonial réussira-t-il à vaincre la dictature militaire du calife Abdoulaye ? Le calife suit la progression des Britanniques à distance. Il pense qu'il lui suffit de patienter. Quand on voit comment les Britanniques sont entrés au Soudan, on comprend qu'ils voulaient prendre une revanche. La défaite de Khartoum avait terni leur image et créé un précédent. Ils voulaient rendre l'appareil et empêcher une contagion qui pouvait mettre en péril leur empire et les autres empires coloniaux. Conscients du risque encouru, les Britanniques choisissent de se faire passer pour des libérateurs venus combattre l'Empire du Mal. Sir Herbert Kitchener est l'homme qu'il faut pour mener cette mission délicate. C'est lui qui commandera les troupes anglo-égyptiennes. Le 1er septembre 1898, 60 000 madistes affrontent les 25 000 soldats de Herbert Kitchener devant Omdurman. L'armée moyenâgeuse du calife n'a pas peur de l'ennemi qui possède les armes les plus modernes de l'époque. Compte-t-elle sur l'aide divine pour vaincre ? Cet espoir sera vain. Une nouvelle arme va faire un carnage dans les rangs des madistes, la mitrailleuse. Le sort de la bataille est scellé en quelques heures. Les pertes se chiffrent à 48 hommes côté britannique, contre 12 000 côté soudanais. Au cours des jours suivants, des milliers de blessés madistes succomberont à leurs blessures dans d'affreuses souffrances, abandonnés de tous, y compris de leurs prétendus libérateurs. Herbert Kitchener a remporté la victoire. Mais ses troupes n'ont plus aucune retenue. Ce qui a choqué les contemporains, y compris la reine d'Angleterre, ce n'était pas la brutalité avec laquelle Kitchener s'en était pris aux madistes et aux civils, mais la profanation de la tombe du Mahdi. Ils ont déterré le crâne du Mahdi et l'ont offert à Kitchener. Ce n'était sans doute pas de la responsabilité de Kitchener, mais c'est une infamie qui reste associée à son nom. Aujourd'hui, les Soudanais continuent de vénérer Mohamed Ahmad. Le Mahdi est considéré comme le père fondateur du Soudan et comme l'un des premiers Africains à avoir fait échec aux puissances coloniales. Toute l'histoire du mahdisme et de la lutte contre le mahdisme soudanais a marqué les relations entre les pays occidentaux colonisateurs et les pays musulmans. L'islam est devenu le mouvement et l'idéologie de libération du colonialisme. L'idée que l'islam s'oppose au colonialisme et à l'Occident a été reprise par de nombreux groupes islamiques, aujourd'hui encore. Les événements qui se sont produits au XIXe siècle au Soudan
ont fait de l'islam une idéologie de lutte contre l'oppresseur. En ce sens, il continue d'influencer les relations entre l'Orient et l'Occident au XXIe siècle. Et Rudolf Slatin dans tout cela? Le jeune aventurier autrichien est désormais le favori de la reine Victoria. Il est couvert de distinctions, fréquente les salons et devient la coqueluche de l'Europe mondaine de la fin du XIXe siècle. Il se marie et a une fille. Nommé inspecteur général du Soudan par les Anglais, il participe à la reconstruction du pays qui a perdu 3/4 de sa population en 20 ans de guerre et de famine. Il a donné d'excellents conseils qui ont aidé le gouvernement de l'époque à comprendre la population, à faire la paix et à bâtir un nouvel État. Il a fait un travail remarquable. Rudolf Slatin a-t-il jamais retrouvé ses 2 épouses africaines? La princesse soudanaise et l'Éthiopienne qui lui a donné un enfant? L'histoire ne le dit pas.